CBAO, la direction générale de la banque et les délégués du personnel se retrouvent autour de la table de négociation cet après-midi. Parallèlement, l'Observatoire de la qualité des services financiers offre ses bons offices. Journée mondiale du don d'organes. Les Sénégalais sont-ils prêts à donner une partie d'eux-mêmes si l'occasion se présente ? Réponse à Saint-Louis dans un instant. Nous irons à la conférence de presse de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal et puis 12e session du comité permanent pour l'information et les affaires culturelles de l'OCI à Dakar. Vous entendrez le point de vue du président Macky Sall sur la guerre entre Israël et le Hamas et sur l'islamophobie. Dans notre rubrique point de vue, nous débattrons du sous-secteur de l'électricité. À la mise en onde de ce journal, Abdoulaye Diop. Le bilan des accrochages de ce week-end entre l'armée et des éléments présumés du MFDC s'est alourdi. Le combattant blessé lors des affrontements a succombé à ses blessures à l'hôpital régional de Ziguinchor, ce qui porte à 2 le nombre de morts. L'incident s'est produit ce week-end dans la zone de Djakit, dans le département de Tangori. Restons à Ziguinchor, où 30 autres pensionnaires de la maison d'arrêt et de correction se sont ajoutés aux 150 détenus qui ont entamé une grève de la faim hier lundi. Ils protestent contre les longues détentions, l'emprisonnement de mineurs. Autre revendication, la qualité de la nourriture et la baisse du coût des appels téléphoniques. Une tentative de médiation de l'administration pénitentiaire a échoué. Lamine Ba. 30 détenus ont rejoint ce matin le mouvement de protestation, ce qui porte désormais le nombre de grévistes de la faim à 180. Selon nos informations, les détenus qui ont rejeté le petit déjeuner qui leur a été servi ce matin par l'administration pénitentiaire restent inflexibles devant leur détermination de voir les autorités agir dans les meilleurs délais contre les longues détentions préventives. Les grévistes de la faim auraient exigé du tout nouveau ministre de la Justice, Aïssata Tall Sall, l'affectation d'un autre magistrat instructeur pour venir épauler le seul en service présentement. Notre information nous confie que la satisfaction de cette doléance est une condition préalable imposée par les détenus avant de statuer sur la demande de levée du mot d'ordre de grève de la faim en cours dans l'enceinte de la MAC de Ziguinchor. Ce qui explique d'ailleurs l'échec de l'initiative de médiation par l'administration pénitentiaire pour amener les détenus à s'alimenter à nouveau. Les autres exigences des grévistes de la faim relatives à la libération des mineurs, la baisse de la facturation des appels téléphoniques ou encore l'amélioration de l'alimentation servie aux locataires de la MAC ne sont pas négociables, nous apprendons. Pour l'instant, aucune évacuation n'est enregistrée à l'infirmerie, mais certains détenus commencent à afficher des signes de faiblesse selon notre source. Il faut ajouter que sur les 180 personnes qui observent la diète au sein de la maison d'arrêt et de correction de Ziguinchor depuis hier, on y dénombre 30 personnes arrêtées dans le cadre des manifestations politiques de juin 2023, dont 6 élèves et 5 mineurs. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. À Ziguinchor, il est 12h04. Les travailleurs de la CBAO en sont à leur 10e jour de grève. Ils réclament notamment une augmentation de salaire. Des négociations avec la direction générale de la banque sont prévues cet après-midi sous la houlette du ministère du Travail. L'Observatoire de la qualité des services financiers se dit aussi disposé à offrir ses bons offices pour une solution de sortie de crise. Écoutons le secrétaire exécutif de l'OQSF, Habib Ndao, au téléphone avec El Hadj Ndiogou Diène. L'Observatoire de la qualité des services financiers, qui dépend du ministère des Finances et du Budget, a un dispositif déjà de médiation. Et à ce titre, nous avons déjà rencontré l'année dernière, quand il y avait eu la crise, la direction générale de la CBAO, quand il y avait eu le problème de mise sur gestion. La direction a été très ouverte à toute forme de négociation naturellement. Les syndicalistes, nous proposons justement une médiation. Parce que tout simplement, dans le cadre de notre mission, nous veillons à la stabilité du secteur financier, à tout ceci dans justement la protection des usagers de services. Et une grève, c'est impactant sur la qualité du service naturellement. Dès à présent, nous allons essayer, parce qu'on avait laissé le comité national du dialogue social la dernière fois, mais cette fois-ci, nous allons rapidement entrer en contact avec les syndicats, naturellement, pour voir comment arrondir les angles, d'autant plus que c'est un secteur privé, donc les banques continentales ont des contraintes qui pèsent sur
pour elles, parce qu'il y a des décisions du siège, etc. Donc certaines revendications aussi doivent prendre en compte le fait que c'est un groupe bancaire, pas juste certaines décisions qui viennent du siège. RFM, la radio de toute l'actualité. Rentrée des classes à l'école de Ngane Sayer à Kaolack. Cette rentrée est compromise en raison de l'inondation de l'établissement par les eaux pluviales et des déchets perturbant l'enseignement. Les parents et les résidents locaux dénoncent cette situation et appellent les autorités à réagir pour aider les élèves. Fatoumbaou. C'est l'appel des élèves de l'école de Ngane Sayer, un établissement submergé par les eaux usées qui ont pris une teinte verdâtre aux abords des salles de classe. Yassine et Ousmane, parmi les élèves, dénoncent cette situation alarmante. L'école est vraiment sale. Regardez les eaux usées, les eaux stagnantes, les moustiques. L'école est vraiment sale. Nous voulons vraiment qu'on nous aide à évacuer ces eaux afin de pouvoir commencer les cours. Les parents d'élèves qui se sont rendus sur place pour inscrire leurs enfants expriment leur inquiétude quant à la santé de leur progéniture face à ce problème. La situation de l'école est vraiment alarmante. Il y a des grenouilles et autres animaux sous les eaux, ce qui est inquiétant. Vous voyez, il y a de l'eau à l'intérieur et à l'extérieur, et c'est vraiment sale. Nous craignons vraiment pour la santé des enfants. Direction le bureau du directeur de l'école qui évite de commenter la situation, évoquant des contraintes hiérarchiques. L'absence de réaction des autorités est vivement regrettée par les résidents des environs. Nous n'avons pas vu les autorités étatiques et même locales dans cet établissement. C'est vraiment déplorable. L'avenir des élèves incertain, d'après certains parents. Fatoumbaou Kaolack, Radio Futur Média. La réaction de Cheikh Gueye, le maire de Dieuppeul-Derklé, après la visite de l'ONAS par rapport au branchement sur son réseau d'eau usée. Le maire a constaté ces branchements clandestins ainsi que des constructions illégales. Cheikh Gueye exhorte l'Office national de l'assainissement du Sénégal à sévir avec de lourdes sanctions. Cheikh Gueye au téléphone avec Nafissatou Silla. Il y a un problème de canalisation, de déversement des eaux usées ou même des eaux de pluie. En relation avec les responsables, les équipes de l'ONAS, nous avons fait le tour du quartier de Castor, principalement aux alentours du marché, pour voir comment juguler l'écoulement des eaux usées, qui est un sérieux problème pendant l'hivernage. Parce que souvent, si vous regardez les branchements au niveau des eaux usées, il y a un problème de branchement clandestin. Parce qu'on ne peut pas faire la différence entre les eaux usées et les eaux de pluie, ce qui crée une difficulté majeure. Mais c'est le lieu de rendre hommage et de féliciter les équipes de l'ONAS qui nous ont beaucoup accompagnés. Si vous allez au niveau de Castor, beaucoup de raisons ont été changées. Mais la difficulté à laquelle ils sont souvent confrontés, c'est que c'est au niveau du réseau que les gens construisent sur les réseaux, occupent le réseau, déversent les ordures dans le réseau. Et ça obstrue justement le canal. Et ce qui fait qu'il y a des remontées d'eau et ce n'est pas propre à la santé et à l'hygiène. Les commerçants qu'ils font ou bien les riverains? C'est les commerçants pour l'essentiel, il faut avoir le courage de dire. Et certains qui construisent et qui empiètent sur le réseau. Ils construisent, ils font des élévations sur le réseau. Ils construisent même sur le réseau. L'occasion m'a été donnée aujourd'hui de voir qu'il y a de nouvelles constructions qui empiètent sur le réseau de l'ONAS. C'est vraiment une difficulté. On a beau sensibiliser, on a beau expliquer, mais souvent les populations font ce qu'ils veulent. Et pourquoi je disais au niveau de l'ONAS qu'il faut prendre des mesures drastiques pour ramener les uns et les autres à l'orthodoxie, à la retenue et à la responsabilité. Venons-en maintenant à la mise en service du surpresseur de l'usine d'accélération de débit d'eau potable de Méké. Les essais ont démarré aujourd'hui. Le directeur général de la SONES et ses partenaires ont assisté à ce démarrage. Charles Faye assure les populations qu'il n'y aura plus de baisse de pression dans les maisons ni de pénurie d'eau entre Thiès et Dakar, car cette usine va prendre en charge les préoccupations des populations en approvisionnement en eau potable. Les vannes sont ouvertes, les machines tournent, l'eau circule. Cette station d'accélération d'eau potable de Mékhé va booster ou améliorer la production d'eau. Elle va impacter la qualité
de la distribution d'eau. Charles Fall, le directeur général de la SONES. Nous venons de construire un surpresseur d'une capacité de 9 millions de litres d'eau par heure, 200 millions de litres par jour. Ça sert à quoi? Pour amener plus d'eau pendant un temps plus court à Thiès. Et de Thiès, on va en Grande Terre. La volonté de la SONES dans le cadre du KMS 3 est d'œuvrer pour que les populations de Thiès et Dakar aient de l'eau 24 heures sur 24. Voilà, aujourd'hui, il y a 5 700 000 litres d'eau par heure qui arrivent à Dakar depuis Kermanmassar. Et avec ce surpresseur, on va monter de 5 750 de litres par jour et progressivement, on va atteindre la capacité optimale de 9 millions de litres d'eau par heure. Le coût du projet est de 10 milliards de francs CFA. Cet ouvrage est une composante du KMS 3. Il permettra de transiter la qualité de production de l'usine de KMS 3 vers Thiès et la zone de Dakar. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. C'est demain que la Cour d'appel de Ziguinchor va statuer sur la demande de récusation du juge Sabassi Faye, introduite par l'agent judiciaire de l'État. Vous le savez, les avocats de l'État soupçonnent ce magistrat d'avoir des liens de parenté avec un des adjoints du maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko, impliqué dans la cause. Nous nous penchons donc dans ce midi sur la demande de récusation, la procédure et les chances d'aboutir. Mohamed Ali Mouba. La récusation est l'acte par lequel une partie sollicite qu'un juge soit écarté d'une procédure dès lors qu'il lui paraît suspect de partialité. Cette procédure est prévue par le Code de procédure pénale. Comment récuser un juge? La partie qui veut récuser un juge ou demander le renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction de même nature doit à peine d'irrecevabilité, elle se faire dès qu'elle a connaissance de la cause justifiant la demande. En aucun cas, la demande ne peut être formée après la clôture des débats. Comment demander la récusation des juges? Eh bien, toute demande de récusation visant le président du tribunal d'instance doit être adressée au premier président de la cour d'appel du ressort. Ce dernier notifie la récusation au juge concerné qui répond. Mais ici, il se trouve que dans l'affaire Ousmane Sonko, la chose risque d'être sans objet puisque le juge dont on demande la récusation a déjà connu l'affaire, il l'a vidé même. Selon une source, ce qui reste ici pour les avocats de l'État et l'agent judiciaire, c'est d'aller vers la cassation. C'est de se tourner vers les juges de la Cour suprême. Après la formation du gouvernement, les cérémonies de passation de service se poursuivent. Antoine Félix Abdoulaye Diom passe le témoin à Sidiki Kaba, nouveau ministre de l'Intérieur. De son côté, Oulimata Sarr devrait passer le relais à Doudouka, qui a hérité du ministère de l'économie, du plan et de la coopération. Mamadou Diagne Fada également devrait être installé dans ses nouvelles fonctions de ministre des collectivités territoriales ce mardi. À 12h14, cette annonce, le prix du pain, une hausse de 50% sur la baguette annoncée par la Fédération nationale des boulangers du Sénégal qui était en conférence de presse ce matin. Voici son président Amadou Gaye. On avait promis, quand on faisait le prix du pain, le pain devait coûter 200 francs. On nous a tordu le bras pour aller à 175, mais avec la volonté ferme de respecter cette réglementation. Donc ça veut dire que si on va à la commission pour parler du hausse du prix du pain, on va démarrer à 200 francs. Nous demandons là, à savoir la vérité des prix. Le contexte économique aujourd'hui l'exige, la vérité des prix. Cette anarchie dans le secteur doit cesser et nous appelons à la responsabilité de l'État du Sénégal. Ainsi, nous recommandons solennellement au président de la République d'atténuer la souffrance des boulangers du Sénégal et veiller à l'application et à l'applicabilité des dispositions du décret qu'il a signé et des arrêtés et en donnant des instructions fermes au ministère concerné, intérieur, commerce, industrie, formation. Comme vous le constatez, le secteur est déjà en difficulté. Alors pourquoi on veut nous asphyxier encore avec l'augmentation du prix de l'électricité, la cherté même de l'eau, la hausse des salaires? Si le gouvernement pense qu'il est dans l'incapacité d'assurer la survie
de notre secteur, nous exigeons la convocation immédiate des conseils régionaux pour une révision des prix du pain et poids du pain. Les boulangers n'ont jamais dit qu'ils vont augmenter unilatéralement le prix du pain. Nous avons simplement dit nous allons demander la convocation des conseils régionaux parce que nous sommes dans un régime d'homologation pour fixer le prix du pain. Nous allons solliciter une hausse minimum de 50 francs sur le prix du pain. Ça, c'est notre première revendication quand on va au conseil et nous voulons que cette hausse soit effective dans les meilleurs délais, sous la baguette de standard. Donc, nous demandons alors la convocation de cette commission qui va statuer sous la demande des boulangers par rapport aux hausses que vous avez constatées pour qu'on nous donne 50 francs sur le prix du pain. Voilà ce que nous demandons. Les propos d'Amadou Gaye, président de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal, recueillis par Nafissatou Silla. Journée mondiale du don d'organes. À cette occasion, nous avons posé la question, les Sénégalais sont-ils prêts à donner leurs organes pour sauver leurs proches? À Saint-Louis, les avis sont partagés. Reportage Ousseynou Diop. Dans la capitale du Nord, les populations interrogées sur la possibilité de donner leurs organes à leurs proches malades ont des avis différents sur la question. Gambi Diagne, lui, est prêt à donner son organe pour sauver la vie de l'un de ses proches. Donner pour moi un de mes organes ne me posera aucun problème parce que ça me permettra de sauver une vie. Pour le président des hémodialysés de Saint-Louis, une couche très touchée par cette loi, le décret tarde à voir le jour. Bandassar a perdu 2 de ses sœurs qui faisaient partie des malades du rein. Il est prêt à se sacrifier pour sauver l'un des patients qui souffrent dans les hôpitaux, mais pose ses conditions. On peut trouver justement des gens qui sont volontaires pour donner de leur rein à leurs frères, à leurs sœurs et autres. Et aussi, il faudrait qu'on mette les gens dans des circonstances garanties. Adama Sen met en doute le plateau technique des hôpitaux sénégalais. Dans nos structures sanitaires, hospitalières surtout, on a de grands professeurs qui peuvent le faire. Mais est-ce que nous avons les équipements nécessaires pour pouvoir le faire? Ousseynou Diop, Saint-Louis, RFM. RFM, la radio de toute l'actualité. Dakar abrite la 12e session du comité permanent pour l'information et les affaires culturelles de l'OCI. Cette cérémonie a servi de tribune au président Macky Sall, le chef de l'État, qui est en même temps le président du COMIAC, a déclaré qu'une solution militaire n'est pas la meilleure pour régler le conflit israélo-palestinien. L'islamophobie était aussi au menu de son discours d'ouverture ce matin. Boubacar Dian. Cette 12e session du comité permanent de l'OCI pour l'information et les affaires culturelles se tient dans un contexte marqué par l'escalade de violence au Moyen-Orient entre le Hamas et l'Israël. Le chef de l'État appelle les deux parties au calme. En sa qualité de président du comité des Nations Unies pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, le Sénégal appelle à nouveau à la désescalade et au respect du droit international humanitaire. Il ne peut y avoir de solution militaire à ce conflit meurtrier. Je réitère notre attachement à son règlement pacifique, conformément à l'objectif fixé par les résolutions pertinentes des Nations Unies, de 2 États indépendants et souverains, Israël et Palestine. Le contexte actuel est marqué également par l'islamophobie, le rôle de la jeunesse musulmane dans la promotion des valeurs islamiques de paix, de solidarité et de tolérance. C'est le thème de cette session, un thème qui interpelle, selon Macky Sall. La jeunesse est de loin la composante majoritaire de la Oumma islamique, son espérance et son avenir. D'où la responsabilité qui nous incombe de préparer notre jeunesse à acquérir les moyens de ses ambitions pour le futur. Et pour ce faire, le chef de l'État, Macky Sall, par ailleurs président du COMIAC, juge impératif de relever des défis tels que la réduction de la pauvreté et des inégalités sociales, le déficit en matière de développement ou encore l'éveil de la jeunesse. Parlons des journées mondiales de la jeunesse à l'échelle nationale. Saint-Louis accueillera l'événement du 26 au 28 janvier 2024. 30 000 jeunes du Sénégal et de la sous-région sont attendus dans la capitale du Nord. Le budget des JMJ national est estimé à 400 millions de francs CFA. Le diocèse de Saint-Louis est en plein préparatif. Le président du comité d'organisation, Thierry Ndion, que nous écoutons au micro du Ousseynou Diop. Nous allons accueillir non seulement les jeunes catholiques du Sénégal,
Mais nous comptons aussi accueillir les jeunes venant de la sous-région, notamment la Mauritanie, la Gambie, la Guinée-Bissau, le Mali, et j'en passe. Donc nous comptons accueillir 30 000 jeunes. Accueillir 30 000 jeunes, je crois bien que et vous en conviendrez avec moi, ce n'est pas une chose aisée. Et pour cela, il nous faut d'abord un budget prévisionnel qu'on a essayé de mettre en place. Et le budget s'élève à 402 386 750 francs. Au moment où nous vous parlons, nous n'avons pas grand-chose dans la caisse parce que je n'ose pas dire rien. Mais ce n'est pas beaucoup, c'est 5 millions et quelques sur 400 et quelques de millions. Donc il reste beaucoup à faire. L'actualité internationale. Le journal international avec vous, Georges Détié-Diop. Bonjour. Bonjour Souleymane. Le président américain Joe Biden attendu en Israël demain mercredi. C'est pour une visite de solidarité après l'attaque du Hamas du 7 octobre. L'annoncé du secrétaire d'État Anthony Blinken lors d'une rencontre hier avec le premier ministre Benjamin Netanyahu. Joe Biden va se rendre également à Amman en Jordanie où il va rencontrer le roi Abdallah II, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi et le dirigeant de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Sur demande des États-Unis, Israël a accepté l'acheminement de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza sous blocus. Et puis ce mardi, le Pentagone a déclaré que quelques 2000 soldats américains ont été placés en état d'alerte pour un éventuel déploiement au Moyen-Orient en soutien à Israël. En France, nouvelle alerte à la bombe ce matin au château de Versailles. Sur les réseaux sociaux, des internautes partagent des vidéos montrant des centaines de visiteurs qui quittent le château en marchant dans le calme. Le château de Versailles avait été évacué samedi à cause d'une première alerte à la bombe suite à l'attaque au couteau qui a fait 2 morts à Arras. L'auteur de l'attaque doit d'ailleurs être présenté ce mardi à un juge d'instruction antiterroriste. Le procureur de la République antiterroriste Jean-François Ricard tient aujourd'hui une conférence de presse à Paris pour faire le point de l'enquête. En Belgique, l'auteur de la fusillade à Bruxelles a été abattu ce matin par la police lors de son interpellation. L'homme, un Tunisien en situation irrégulière, a tué 2 Suédois. Il se disait proche de l'État islamique. La fusillade a eu lieu peu après 17h alors qu'un match de football Belgique-Suède était organisé dans la capitale belge. Révision des listes électorales au Mali, pas d'affluence dans les centres d'inscription. Très faible affluence pour un début. Les opérations ont démarré le 2 octobre et vont se poursuivre jusqu'au 31 décembre. Zanga Abdoulaye Ouattara a fait un tour dans quelques centres à Bamako. Au centre secondaire de Médina Croix où les opérations de révision des listes électorales de la commune 2 se tiennent, tous les membres de l'équipe sont sur place. Mais l'affluence est morose. Ce lundi 16 octobre 2023 à 17h, le centre n'a enregistré que 2 cas de transfert. Boubacar Diakité est le président de la commission de la révision des listes électorales en commune 2. Comme vous le constatez, il n'y a pas d'affluence. Les gens viennent en compte. Hier, un seul transfert. Pour le moment, on vient de faire un autre transfert. Ils ne viennent pas attendre. Après 2 mois seulement, il y a l'affluence. Mais je crois que les gens vont venir. Même constat en commune 4. La mairie n'a enregistré que quelques transferts. Sur place, Khalil Touré, président de la commission de révision annuelle de la liste, invite les partis politiques à sensibiliser leurs militants. On vient de démarrer. L'affluence est timide pour le moment. En attendant que les partis politiques et l'administration fassent une campagne de sensibilisation. Parce que la période est très courte. C'est une période de 1 mois. Toutes les opérations de transfert, d'inscription se passent dans un délai d'1 mois. Les 2 mois qui restent là, généralement, c'est les opérations de validation, de vérification. Cette timidité est également remarquée en communes 5 et 6 du district de Bamako. Selon les présidents de ces commissions, les populations ne viennent qu'à la dernière minute pour la révision des listes. Zanga Abdoulaye Ouattara, Bamako, Radio Futur Média. On reste au Mali où les affrontements entre la coordination des mouvements de l'Azawad et l'armée se poursuivent au nord. Pierre Claver Bakoroba, politologue, plaide pour un dialogue direct entre le gouvernement et les groupes signataires de l'accord pour relancer le processus. Pour lui, chaque parti devrait revoir sa position afin de trouver un compromis sur l'interprétation et la mise en œuvre de l'accord pour un cessez-le-feu. L'accord a été signé en bonne et due forme et même en 2 phases. Cela veut dire que les clauses de l'accord nous engagent. Il y a même un article dans l'accord qui permet de revoir les termes de l'accord, mais de commun accord entre les différentes parties.
Maintenant, comment rapprocher les deux parties? Je pense que l'accord nous le dit. Si nous ne sommes pas d'accord avec certains aspects de l'accord, il est bon qu'on s'asseye à la table de négociation et qu'on voit ce qu'on peut amender. Donc il faudrait qu'il y ait un peu plus de réalisme de la part du gouvernement malien. En ce moment-là, on pourra rassurer non seulement nos partenaires, mais on pourra rassurer aussi nos compatriotes du Nord que nous sommes engagés pour changer quelque chose. C'est un accord qui engage l'État du Mali. La République démocratique du Congo, pour terminer, le bilan du naufrage sur le fleuve Congo s'est alourdi. Il est passé à 47 morts selon les autorités, 52 selon l'agence Reuters. Le précédent bilan communiqué dimanche faisait état d'au moins 28 morts et de dizaines de disparus. Selon le ministre des Transports qui a annoncé la mise en place d'une commission d'enquête, l'accident serait dû à la surcharge. L'embarcation quittait Mbananka pour le territoire de Bolomba dans la province de l'Équateur quand elle a chaviré dans la nuit du vendredi à samedi. Merci Georges Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Dans notre rubrique Point de vue, nous débattrons du sous-secteur de l'électricité. Nous parlerons notamment de la polémique sur la cherté des factures d'électricité ces derniers bimestres. Et comme intervenant, nous aurons Al-Hassan Ba, secrétaire général du syndicat unique et démocratique des travailleurs de l'énergie sud-étaine, et Maître Massorna Khan, président de SOS Consommateurs. RFM Sport. L'actualité des sports avec vous, Malal Junior Diagne, bonjour. Bonjour Souleymane. Après le succès face au Cameroun, place au bilan des techniciens. En l'occurrence, le sélectionneur de l'équipe nationale U17, Souleymane Diallo, qui analyse la performance de l'équipe nationale du Sénégal face à l'équipe du Cameroun, tant sur le plan collectif du jeu que sur le plan tactique. Souleymane Diallo estime que l'équipe dans son ensemble a joué avec un niveau très élevé. La façon dont le coach a abordé ce match-là, on a vu que dans ces 90 minutes, le coach a mis plusieurs variantes dans son jeu. Par moment, il passe de 3-5-2, par moment de 4-2-3-1. Donc ça veut dire qu'il avait tenté des choses, il avait voulu tenter des choses qui, à mon humble avis, ont été vues dans ce match. Ça montre la flexibilité de la tactique du coach pour ce match-là. Donc pour moi, Aliou a montré vraiment des tactiques différentes dans ce match-là. Et ça a également montré la maturité des joueurs dont on dispose. Donc ça veut dire parce que c'est pas évident de voir beaucoup de tactiques dans un seul match. Vraiment, il faut avoir des joueurs de ce trempe-là pour pouvoir oser le faire. Et pour moi également, l'entraîneur a le mérite de vouloir tenter certaines choses, surtout dans des matchs contre le Cameroun, c'est pas du tout évident. L'autre élément qu'on peut noter effectivement, c'est la façon dont on a abordé ce match-là. Je pense que dès l'entame, le Sénégal a décidé de prendre ce match-là en son compte, et cela montre les 12 premières minutes. On a vu quasiment pas d'action côté camerounais, avec une très très bonne organisation dès la perte du ballon dans l'espace de jeu proche. Vraiment chapeau pour l'organisation proposée par cette équipe du Sénégal. Restons dans la tanière où les esprits sont désormais tournés vers la CAN. Les joueurs, les membres du staff technique, tous se pensent désormais à la Coupe d'Afrique des Nations de football, même s'il y a des rencontres internationales d'ici à la Coupe d'Afrique des Nations de football. Sodetiam a recueilli les avis des uns et des autres par rapport à l'avenir du groupe. Après le duel des Lions, les idées sont un peu plus claires sur ce qui va se passer à la prochaine CAN contre le Sénégal, mais surtout contre les autres adversaires de la poule C, selon le sélectionneur du Cameroun, Rigobert Song. Au jour d'aujourd'hui, il faudrait plus qu'on pense qu'il y a une équipe qui est favorite en tant que telle. On s'attarde plus entre nous, les Lions, et alors qu'il y a d'autres auxquels aujourd'hui qui sont là. La Guinée, ils ont un ancien coéquipier qui est là-bas, Kaba Diawara. Donc vous voyez qu'on se rencontre un peu partout, donc vous comprenez très bien que ça ne va pas être facile. Le Sénégal reste l'équipe à battre en tant que champion d'Afrique en titre.
Pour conserver ce sacre, il faudra se frotter au Grand d'Afrique, estime le portier des Lions, Edouard Mendy. Il va falloir qu'on réponde de la manière la plus calme possible. On doit juste continuer à évoluer dans notre projet de jeu, aller là-bas avec de la confiance et plein d'humilité et tout donner pour le pays et conserver ce sacre. En plus du Cameroun qui voudra prendre sa revanche, la Gambie et la Guinée seront également des adversaires à prendre très au sérieux, nous dit le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé. Aujourd'hui, le football africain est en train de progresser. Les fédérations sont en train de s'améliorer. Les équipes sont de mieux en mieux préparées. Les joueurs se développent encore de plus en plus. Sur le continent africain, vous pouvez être favori au départ et ne plus l'être à la fin. Donc il faut être prêt sur tous les aspects. Et nous, notre objectif, c'est de préparer cette équipe, ce premier match contre la Gambie dans les meilleurs auspices et surtout rentrer dans la compétition de la meilleure des façons. En attendant la CAN, les équipes vont se concentrer sur les éliminatoires du Mondial 2026 au mois de novembre. Le Sénégal va entamer sa campagne par la réception du Soudan du Sud et un déplacement au Togo. Le Cameroun va affronter l'île Maurice et la Libye. La Guinée aura l'Ouganda et le Botswana. Et la Gambie affrontera le Burundi et la Côte d'Ivoire. Soda Thiam, Lance, Radio Futur Média. Toujours dans la tanière, à noter que l'équipe nationale U17 est actuellement au ministère des Sports pour recevoir le drapeau des mains du ministre. Les champions d'Afrique l'équipe nationale U17 plutôt, va participer à la prochaine Coupe du Monde de la catégorie. Les rencontres amicales prévues aujourd'hui, puisque c'est une date FIFA également, avec les équipes africaines engagées, la Tunisie qui va défier le Japon, l'Angola contre la RD Congo, la Mauritanie joue contre le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, pays hôte de la prochaine CAN, joue contre l'Afrique du Sud de Souleymane. Merci Malal Junior Diagne. La revue de presse avec Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Match amical Sénégal-Cameroun. Les Lions du Sénégal marquent leur territoire. Réunis sous leur fameux maillot blanc, marinés aux couleurs nationales, à la poitrine, au manche et au cou, moins de 3 mois seulement avant la CAN prévue en Côte d'Ivoire, Sadio et Kalidou Koulibaly ont guidé le Sénégal vers un succès acceptable contre le Cameroun en amical 1-0, facilitant du coup l'intégration de quelques néophytes venus participer à la répétition générale. Et enquête exclusive note que les champions d'Afrique tiennent leur rang. Après le revers contre l'Algérie, 0 contre 1, le Sénégal devait se remettre sur pied, convaincant en attendant la CAN, constate Stade Quotidien. Le journal signale que Sadio Mané a inscrit son 38e but en 99 sélections. Mendy signe son clean sheet, premier clean sheet depuis 2022. C'est la fin de 12 ans de galère face au Cameroun. Pour record, le Sénégal prend ainsi une ascendance psychologique devant le Cameroun avant la confrontation du mois de janvier à Yamoussoukro en Coupe d'Afrique des Nations. Note du journal, un 4-4-3 des grands soirs avec un solide gaillard comme Kalidou Koulibaly derrière. Les plans d'une bonne relance des Lions du Sénégal. L'observateur note que l'équipe nationale s'est bien comportée hier soir. Aliou Cissé, le sélectionneur national, dit dans le journal, non, une grande équipe ne perd pas 2 fois de suite. Allusion à la dernière confrontation avec l'équipe du Cameroun, confrontation qui s'était soldée par la victoire du Cameroun, éliminant du coup le Sénégal en quart de finale. C'était à la CAN 2017. Ce duel de Lyon n'avait en fait d'amical que de nom. D'une simple répétition, on est passé donc en vrai match de préparation avec un léger avantage psychologique pour les Lions du Sénégal. Le Sénégal envoie un message au Cameroun à 3 mois de la CAN, mais l'entraîneur du Cameroun, Rigobert Song, ne s'avoue pas vaincu pour autant. Il promet de corriger d'ici à la CAN. D'ici à janvier 2024, nous allons trouver les ingrédients. Nous avons envie de dire qu'il n'en soit pas ainsi. À la une de nos journaux, toujours la suite de la récusation du juge Sabassi Faye devant la cour d'appel. Cela se joue ce mercredi. Le journal Besbi Le Jour a un mot pour résumer la situation. Suspense et l'exclamation en première page. Et le journal note que cet appel est très important. Pourquoi? Eh bien parce qu'il peut tout changer pour le moment. Ousmane Sonko, vous le savez, est bloqué par la notification du juge pour retirer ses fiches de parrainage. En tous les cas, pour Sud Quotidien, ce verdict rendu à Ziguinchor interpelle et enseigne. Un verdict 1000 leçons à lire les éclairages de Djibril Ning et de Ndiaga Sylla, 2 experts électoraux. À la une de Source A, un juge qui se trompe d'article, c'est au sujet de la motivation de l'ordonnance demandant le retrait du refus d'acquiescement d'Ousmane Sonko. Le président du tribunal de grande instance de Dakar a visé l'article 307 au lieu de l'article 341 à lire en page intérieure. L'affaire Ousmane Sonko, toujours le quotidien note qu'il est devenu un patient très spécial. Il est interné depuis 72 heures à
l'hôpital principal de Dakar. Or, l'homme coûte 150 000 francs CFA par jour aux contribuables sénégalais. Et pendant ce temps, l'État ferme les yeux sur son transfèrement. Regrette le journal. Lui ne regrette rien du comportement de ses députés. Les députés de Taxawu, Khalifa Sall approuve et soutient ces parlementaires qui ont décidé de s'éjecter du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi. Dans Vox Populi, Babakara Bambaye pointe le rôle joué par son mentor pour déjouer la tactique de ex-Pastef. Mais selon Walfatri, Khalifa Sall a intérêt à bien manœuvrer car dans ses rapports avec Pastef, il marche sur des œufs. Un autre qui marche sur des œufs, le Premier ministre Amadou Ba, candidat de Benno Bokk Yakaar. L'observateur note qu'il a du mal à se dégager de l'ombre tutélaire de Macky Sall. Amadou Ba est la dépendance sans risque et il a intérêt à tracer son chemin, se faire une identité. Mais l'équation est difficile. Équation du discours de rupture sans se démarquer du bilan de Macky Sall. Relève encore le confrère. En première page du journal Sunu Lamb, Modou Lo déclare la guerre à Ama Baldé. Il dit « Je veux qu'il soit prêt à 100% pour qu'on puisse se battre. Il sait bien qui est Modou Lo. Je ferai tout ce que le combat demandera. » Abdou Bakhoum de dire qu'Ama Baldé soulève au Modou Lo et l'écrase au sol. Bonne nuit à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. À 12h36, bienvenue dans notre rubrique Point de vue. Nous allons nous arrêter sur un sous-secteur qui fait polémique actuellement, le sous-secteur de l'électricité avec ces accusations de surfacturation par la Sénélec ces derniers temps et bien naturellement les dénégations de la Société nationale d'électricité qui nie donc toute augmentation de son fait. Depuis la dernière augmentation en janvier 2023. Pour en parler, nous sommes en ligne et en direct avec M. Alassane Ba, secrétaire général du syndicat unique et démocratique des travailleurs de l'énergie sud-étaine. M. Ba, bonjour. Bonjour, M. Niang. Nous sommes également avec Maître Massokhna Kane, président de SOS Consommateurs. Bonjour, Maître. Oui, bonjour. Oui, je commence avec vous. Est-ce que depuis cette polémique, vous vous êtes penché un peu plus que la moyenne sur cette question? Est-ce que vous pouvez nous dire, en tant qu'organisation de défense des consommateurs, s'il y a véritablement une augmentation avec preuve à l'appui? Alors, ce qu'il faut d'abord dire, c'est que depuis 2019, il y a eu deux augmentations. Il y a eu deux augmentations des tarifs officiellement. Maintenant, il faut que la Sénélec nous dise la vérité sur la supposée augmentation des tarifs de l'électricité. Il faut qu'elle nous dise la vérité, parce que le directeur, lorsqu'on l'a interviewé, il a dit que aussi bien le WFL que le classique, il n'y avait pas d'augmentation sur la tranche sociale. Quand il dit qu'il n'y a pas d'augmentation sur la tranche sociale, ça veut dire que les autres tranches, il y a une augmentation. En tout état de cause, tous les Sénégalais ont constaté qu'il y a eu des augmentations sur leur facture d'électricité, alors que tous les consommateurs n'ont pas changé d'appareil, n'ont pas acheté de nouveaux appareils. Donc il faut qu'ils nous disent la vérité sur ça. Or, les autorités n'ont pas l'habitude de nous dire la vérité. Il faut qu'ils se reprennent et qu'ils nous disent la vérité. Est-ce que c'est à la Sénélec, justement, de dire cette vérité? Il y a la commission de régulation du secteur de l'énergie qu'on n'entend pas beaucoup sur cette question, alors que c'est le régulateur du secteur. Cette commission est inopérante. Depuis plus de 10 ans, nous dénonçons qu'elle ne fait que ce que l'État veut, ce que la Sénélec veut. Donc cette commission, franchement, ne défend pas les intérêts des consommateurs, quoi qu'elle puisse dire. Donc ça, c'est un fait. Maintenant, l'électricité est trop chère au Sénégal. En 2015, on nous disait que c'était l'un des plus chers au monde. Et on avait mis le plan ISL 2015-2020 pour dire qu'en 2020, on allait acheter le kilowatt à entre 60 et 80 francs. Ce qui est loin de la réalité actuelle. Et on n'a jamais audité ni le plan ISL, ni le plan Takal et Sokali qui l'ont précédé. On a mis des centaines de milliards, on n'a jamais audité, ni techniquement, ni financièrement. Alors, où est passé l'argent? La réalité, c'est que Sénélec a trop de charges. Sénélec, c'est un monstre qui devait être éclaté depuis 2010 et il y avait un agenda, il y avait un chronogramme pour le faire. On ne l'a jamais fait. On nous dit que le dégroupage est en cours. Oui, mais il y a 2 ans, on nous a dit, on a décidé
Mais ce dégroupage a été décidé en 2008-2009 et devait commencer à être mis en œuvre en 2010. Nous avons toute la documentation. Et entre-temps, le plan ISL est arrivé et finalement, le courant est devenu plus cher encore. Alors, ça ne s'arrêtera jamais tant qu'on n'aura pas éclaté la Sénélec. En tout cas, Elle a trop de charges. Elle a trop de charges et toutes ces charges sont répercutées sur le tarif. En tout cas, on nous annonce cette filialisation pour très bientôt avec l'éclatement de la Sénélec, comme vous dites, entre la production, la distribution, le transport, etc. Permettez-moi d'introduire Alassane Ba, secrétaire général du syndicat unique démocratique des travailleurs de l'énergie sud-étaine. Monsieur Ba, quelle est la position des syndicats de l'énergie et en particulier des syndicats de la Sénélec sur cette question? Certains ont accusé ces syndicats d'être de connivence avec la direction générale pour dire qu'il n'y a pas d'augmentation et même pour s'en prendre aux initiateurs des mouvements, notamment notre consoeur Oumindour, qui a lancé une pétition dernièrement et qui a été reçue par le directeur général de la Sénélec et qui poursuit le combat et qui a reçu d'ailleurs un bon de coupure, peu importe si effectivement ce bon de coupure était mérité ou pas, mais quelle est la position des syndicats de l'énergie et de la Sénélec en particulier? Merci, M. Nian. Donc, je voudrais parler au nom du syndicat que je dirige, le Sud-Étienne. Donc, parler notre position par rapport à cette hausse de l'électricité. Donc, pour dire d'abord que les Sénégalais souffrent et depuis pratiquement des années, ils s'attendent à ce que l'électricité diminue. Mais malheureusement, force est de constater que toujours le coût continue à augmenter. Nous sommes de tout cœur avec les Sénégalais. Avant d'être des travailleurs de Sénélec ou des syndicalistes, nous sommes partie intégrante du peuple sénégalais. Donc, à la sortie de la Covid, le gouvernement avait pris des mesures d'accompagnement pour soulager les Sénégalais. Mais présentement, ce que nous avons vu, quand il y a eu le communiqué du 6 janvier portant la hausse des tarifs de l'électricité, donc il y a eu le directeur général qui est sorti, je dirais, en premier, et je dis, là, il appartenait à la commission de régulation du secteur de l'énergie de sortir, parce que c'est son rôle, parce que la Sénélec est une partie, et les consommateurs en sont une autre. Donc, il appartenait à la commission de régulation du secteur de sortir et de justifier cette tarification. Mais ça a été fait. Il y a une décision de la CRSE qui est rendue publique, qu'on peut regarder sur Internet, sur le site même de la CRSE. Ce qui est étonnant, c'est que ce ne soit pas accompagné d'une campagne de communication, mais les explications détaillées sont dans cette décision. Est-ce que ce n'est pas le rôle aussi des organisations de défense des consommateurs et d'autres acteurs aussi, peut-être Maître Massandaka nous en dira un peu plus tout à l'heure, de rendre public et d'expliquer ces décisions-là? Donc, il appartenait aux autorités de clarifier. Donc, certes, on a diminué, on a enlevé une partie de la subvention qui est à hauteur de 100 milliards. Donc, ça va impacter, je dirais, directement sur le prix de l'électricité. Maintenant, pour que les Sénégalais puissent comprendre, actuellement, même si on parle de tarif social et premier, deuxième tranche, ce qui est vraiment important, c'est de voir que vraiment, avec l'échauffement, avec en même temps, par exemple, ce temps de canicule, le Sénégalais lambda sera obligé de consommer pratiquement en deçà du tarif, je dirais, social. Donc, il peut aller directement vers la troisième tranche, qui est excessivement chère. Donc, pour dire que c'est un fait réel qui est là, il faut que toutes les parties puissent vraiment se réunir, puissent trouver avec l'État du Sénégal des solutions pour que le prix de l'électricité puisse être diminué.
Parce qu'actuellement, même en tant que travaux de Sénélec, nous savons que le prix de l'électricité est actuellement très cher et n'est plus à la portée du Sénégalais. N'est-ce pas? Maître Massokhna Kane, donc j'évoquais la question tout à l'heure, encore une fois, des décisions de la commission de régulation. Mais j'ajoute une autre question. Est-ce que vous savez si entre l'augmentation que vous avez évoquée, celle de 2003, début 2003, janvier 2003, et maintenant, il y a des ajustements tarifaires qui ont été opérés à l'insu des consommateurs du grand public? Alors c'est très possible que ça soit cela. En tout cas, je salue les explications du secrétaire général de Sudetel qui rejoint les mêmes explications que l'autre syndicat, M. Aïdara, qui le 11 octobre a dit exactement la même chose. Il a dit que la structure des tarifs n'est pas bonne, ça c'est un, et deuxièmement que le prix de l'électricité est trop cher. Ça, c'est des constatations. Le prix du kilowattheure, comparé notamment à ce qui se passe dans les pays de la sous-région et dans le monde. Mais c'est eux-mêmes qui ont dit que c'est l'un des plus chers au monde. C'est eux qui l'ont dit dans leurs documents. Et c'est pourquoi il y avait le plan ISL qui devait nous ramener entre 60 et 80 francs le kilowatt. Ils ont même reconnu qu'ils ont tardé à investir dans le mix énergie. Donc, ça n'a jamais marché. Ça ne marchera pas. Je vous dis, depuis 2010, on devait éclater la Sénélec. Et il y avait même un chronogramme qui était là. Et je suis sûr que mon vis-à-vis vous confirmera qu'effectivement, mais vous savez, quand il y a plus de 2500 employés, quand il y a même un fonds de soutien au ministère, on n'a jamais vu cela. D'après le dernier rapport de la Sénélec disponible publiquement, c'est même plus de 3000 agents. Voilà. C'est le rapport de 2021. Lorsqu'une société prévoit dans son budget, qui est répercuté sur les consommateurs, un fonds de soutien à son ministère, alors que le ministère a son budget pour fonctionner. La Sénélec a un fonds de soutien à son ministère. Et ça date d'avant Samuel Sarr jusqu'à présent. Et tout cela, c'est des charges trop lourdes qui sont répercutées sur le tarif. Voilà pourquoi nous paierons toujours plus cher tant que Sénélec existe dans sa structure actuelle. Donc, il faut l'éclater. Et je ne pense pas que ce gouvernement finissant va le faire. Ils ne le feront pas. Donc, les Sénégalais vont continuer à souffrir et à payer l'électricité beaucoup plus cher. Maître Massokhna Kane, président des SOS consommateurs, merci. Dernière question pour vous. Alors, pour que les boulangers en profitent. Oui. Je ne sais pas si je peux dire un mot sur ça, parce que j'ai entendu le président de la Fédération des boulangers dire que l'électricité, ça coûte trop cher et que donc, eux, ils souffrent. Mais tous les Sénégalais souffrent. Entreprises comme personnes physiques, tout le monde souffre. Est-ce que c'est une raison pour dire qu'on va demander l'augmentation du prix du pain? Ce n'est pas raisonnable, ce n'est pas sérieux. Le pain, c'est un produit social. Tout le monde le consomme. Alors quand ils disent qu'ils vont demander 50 francs de plus sur la baguette de pain, 50 francs de plus sur 2 millions de baguettes par jour, ça fait 50 millions de francs par jour qu'on va demander aux consommateurs. Ça fait combien de milliards? Et pourtant, tout le monde souffre. Particulièrement des secteurs économiques tels que les usines de glace qui ferment à tour de bras. Effectivement. Eux-mêmes ne remplissent pas leurs obligations. Et vous savez, récemment, quand le gouvernement a fait la grande... comment ils appellent ça? Quand ils ont engagé la grande bataille contre la vie chère, le gouvernement a quand même pris des mesures. On a annulé la TVA qui est passée de 18 à 0%. Ensuite, on a supprimé les droits d'entrée. Tout cela, c'était pour alléger... Sur les intrants du pain, la farine notamment. Donc, il ne faut pas qu'ils pensent que parce qu'ils sont fatigués, qu'ils doivent augmenter les prix. Tout le monde est fatigué. Concernant l'électricité, concernant le reste, tout le monde est fatigué. Merci, Maître Massokhna Kane. On vous a bien compris, président de SOS Consommateurs. Alassane Ba, une note d'optimisme quand même. L'État et la Sénélec nous annoncent une baisse des prix à la faveur du début d'exploitation des ressources gazières
et à la faveur justement de la transformation de l'outil de production de Sénélec en intégrant le gaz. Il y a également la question très importante qu'a soulevée Maître Massokhna Kane, le dégroupage ou la filialisation de Sénélec. Est-ce que vous pensez que ce sont là les solutions pour la baisse du prix de l'électricité pour les ménages et pour les entreprises? Nous pouvons espérer. Mais pour dire que déjà dans la vision sectorielle du plan Sénégal émergent, donc l'État s'était engagé à tout faire pour avoir une électricité durable, de qualité, accessible à tous et à moindre coût. Et je crois que l'État a beaucoup investi et vraiment nous pouvons espérer que nous arriverons avec l'exploitation du gaz. Mais chaque fois, nous avons un problème de planification. Chaque fois, on est obligé d'essayer de renvoyer. Donc, si on pouvait avoir une bonne planification, nous pouvions espérer. Mais présentement, donc, il y a, avec les contraintes dans le marché international, les produits sont chers, donc ça va impacter directement dans le coût de l'électricité. Pour dire même déjà d'ici 2024, dans les prévisions qui sont faites au niveau mondial, donc le coût de l'électricité va augmenter. Donc, pour essayer de dire aux Sénégalais qu'il y a encore du temps à essayer de patienter pour que d'ici l'exploitation des gaz, qu'on puisse arriver vraiment à avoir une électricité à moindre coût. Et d'ailleurs, au prix actuel, peut-être même qu'une baisse des tarifs dans 6 mois. 6 mois, non. Le premier gaz est attendu en mi-2024, mais au cours actuel, au prix actuel d'électricité, en tout cas le prix perçu, peut-être même qu'une baisse ne nous ramènera qu'à la situation antérieure, c'est-à-dire que finalement on aura une baisse qui ne sera pas une véritable baisse puisque finalement les prix auront augmenté tellement qu'une baisse n'aurait pas d'impact sur le pouvoir d'achat et sur la cherté de cette denrée essentielle. En tout cas, merci El Hadj Hassan Ba, secrétaire général du syndicat unique et démocratique des travailleurs de l'énergie. À 12h51, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé.